Salut les gars. Bonjour, bonjour. Bonjour, écoutez, très content d'être finalement là parce que ça fait un petit moment qu'on a cette idée, qu'on réfléchissait à faire ce podcast. Donc très content de finalement être autour de cette table et en très bonne compagnie et avec du très bon matos et on va essayer de faire un truc de qualité. Évidemment, comme toujours. En tout cas, c'est un plaisir également pour ma part. Et naturellement pour moi aussi, hein. C'est toujours chouette d'être avec vous. Toujours, hein. Je pense qu'on va... Que de l'amour ici, que de l'amour. Que de l'amour. En introduction, on va vous faire un peu de storytelling. Je pense que c'est intéressant pour que vous compreniez de quoi ça parle, mais que vous compreniez d'où ça vient. Donc la première fois qu'on s'est mis à avoir cette réflexion, moi personnellement, la première fois que j'ai eu l'idée, c'est l'année dernière. Quand Shane a eu son anniversaire, on a fêté ça chez lui. Et donc je me suis posé à un moment donné, et j'ai regardé les personnes qu'il y avait dans la pièce, et je me suis quand même rendu compte d'une chose, c'est que c'est vrai que naturellement, on est souvent entouré de gens qui ont beaucoup de similitudes avec nous au niveau des parcours. On aura l'occasion d'y revenir, mais voilà, on a beaucoup de similitudes dans notre parcours, dans le fait de venir d'un milieu modeste, dans le fait d'avoir été élevé par des mères célibataires, d'avoir été dans des quartiers qui soient assez compliqués, avoir eu des parcours dans des environnements un peu, on va dire, violents ou chaotiques par moments. Et pour autant, quand j'ai regardé dans cette pièce, je me suis dit, il y a quand même beaucoup de gens ici qui ont très bien réussi d'un point de vue social, d'un point de vue socio-économique, qui ont réussi à s'élever et qui ne sont pas tombés dans une forme de fatalité de « Ok, je ne suis rien d'autre que le produit de mon environnement ». Et je me suis dit qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient très intéressants, des hommes d'exception, mais que parallèlement à ça, je me suis fait cette réflexion en ayant plusieurs discussions, notamment avec Shane à ce moment-là. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que derrière derrière cette perception, derrière cette force qu'on peut percevoir chez nous, on passe tous, ici, là, maintenant qu'on est dans notre antenne, par un voyage assez similaire qui est de se remettre en question par rapport à là où on est dans nos vies et de se rendre compte que ça ne s'arrête pas forcément et uniquement à nos accomplissements dans la société, mais vraiment avoir ce travail d'introspection et de se rendre compte, c'est pas vraiment se rendre compte, mais c'est plutôt se poser des questions à un moment donné sur la relation qu'on avait par rapport à nous-mêmes, à l'authenticité qu'on arrive à mettre dans nos vies, à l'honnêteté par rapport à nos émotions, à être vraiment brut et honnête face à elles, arriver à les gérer, à les comprendre, à les exprimer, et quel était notre droit à le faire en tant qu'homme dans cette société. Donc c'est un peu autour de ça que s'est articulée notre réflexion, et on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls, et que individuellement, chacun de nos côtés, on avait par rapport à nos propres démons, nos propres difficultés, on avait toutes des réflexions, et on avait tous aussi des souffrances qui étaient liées. Pour certains, ça peut être se sentir seul ou se sentir incompris. Pour d'autres, ça peut être de l'anxiété. Pour d'autres, ça peut être des dépressions. Pour d'autres, ça peut être des burn-out. Ça peut être des crises existentielles. Ça peut être mille choses. Et on s'est dit que il y avait la meilleure chose à faire, c'était de se réunir, et de croiser nos expériences et de voir... et de la partager avec vous pour que ça puisse vous bénéficier et que nous, on puisse aussi grandir durant ce trajet et que vous puissiez grandir avec nous. Et donc, ici, je vais passer la parole à mes confrères pour voir justement, eux, un petit peu comment ça résonne, ce sujet, comment ça résonne, ce dont on veut parler dans ce podcast par rapport à leur trajectoire, en fait, individuelle. Ok. En tout cas, merci Ivan pour cette introduction. Je pense que tu as vraiment bien résumé les choses. Et comme tu dis, il y a plein de choses qui sont matière à discuter, matière à échanger. Et pour revenir en arrière par rapport à ce que tu disais dans le passé, je pense que voilà, dans cette pièce, il y avait plein de personnes qui finalement avaient pas mal de choses en termes d'accomplissement, mais aussi pas mal de choses en termes de background, des cultures différentes. On vient pas forcément tous de la même culture, du même milieu, du même pays, donc ça aussi c'était intéressant. Et donc clairement il y a matière à partager. Je céderai la parole après à Shane pour entamer un petit peu la discussion. Je sais pas par quel sujet on commence, mais moi je trouve qu'effectivement arrivé à notre âge, c'est normal de se poser des questions, c'est normal de se remettre en question parce qu'il y a des étapes dans la vie où tu regardes en arrière, tu dis ok, j'en suis où, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que c'est bien,
et maintenant que je suis marié, maintenant que j'ai des enfants, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Et donc, je pense que par rapport à ce podcast, c'est ça qui va pouvoir aussi nous aider, c'est qu'on a plusieurs perceptions différentes, plusieurs visions différentes et qui sont intéressantes à partager. Et donc, avant de rentrer plus dans le débat, voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois la direction vers là où on va. Maintenant, je sais pas si toi, Shane, tu as aussi... Bah, en soi, on en a discuté bien avant. C'est pour ça qu'on est tous les trois ici. C'est Tout à pour fait. arriver à accomplir cette idée qu'on avait, justement, avoir cette table ronde, pouvoir partager ce qu'on a vécu ou partager nos ressentis, entre autres. Je pense que c'est ça l'idée de base, pouvoir avoir cette sorte de forum où on discute de ces idées, de ces attentes et de ces choses qui nous ont fait grandir quelque part, ou nous ont fait évoluer. Donc ça, c'est l'idée de base qui m'a amené ici à cette table aujourd'hui. Ok, super. Bah, je pense qu'alors peut-être faut qu'on choisisse un point bien précis et qu'on essaie d'aller vers ça. Déjà, pour commencer, le nom du podcast, on l'a pas encore mentionné ici. Ah ah. Vous le voyez affiché, mais on l'a pas encore mentionné, c'est Les hommes ne pleurent pas. Et donc, la première question, c'est ça. C'est de savoir, qu'est-ce que ça évoque chez vous, cette phrase? Moi, cette phrase chez moi, ça évoque le fait que les hommes ont tendance à ne pas forcément toujours exprimer leurs émotions comme n'importe quelle autre personne j'allais dire n'importe quelle personne, mais voilà, comme les femmes. Je veux dire, en tout cas, quand tu es un homme dans la société d'aujourd'hui et dans la société dans laquelle nous on a grandi, avec nos cultures, il a tendance à être le bon père de famille, la personne qui va prendre en charge pas mal de choses et une personne qui va un peu cacher ses émotions pour montrer que c'est l'arbre solide du foyer, quoi, les fondations. Donc c'est ça qu'elle m'évoque, cette phrase, les hommes ne pleurent pas. Or qu'en vérité, les hommes sont des êtres humains comme les femmes, ils ont leurs émotions et des fois ils ont besoin de pleurer. Alors maintenant, dans leur manière de le faire, est-ce que aujourd'hui c'est toujours la bonne manière de le faire? Est-ce qu'ils ont l'espace de le faire? Comment est-ce qu'ils pourraient le faire pour que ça soit bien compris? C'est tout ce genre de choses. Moi c'est ça que ça m'évoque, les hommes ne pleurent pas. Ouais, et pour moi, plutôt à côté de l'image, c'est aussi le fait que utiliser ce titre, c'est pour un peu ramener cette controverse, justement, ne pas montrer ses émotions. Mais dans ma vision des choses, un homme, ça pleure aussi. Peut-être en silence, peut-être en cachette, mais ça pleure aussi. Et c'est justement là où ces conversations peuvent être intéressantes, c'est que ça nous apporte à ouvrir ces portes émotionnelles où on se dit oui mais voilà ça c'est ce dont on a peur de parler ou ce dont on a peur de partager et de laisser place à cette émotion et peut-être pas pleurer en live mais pouvoir laisser place à cette émotion et pouvoir en discuter quoi. Après ouais ce titre il a été choisi intentionnellement sur le ton de la provocation, c'est-à-dire que ici on vient avec une phrase qui transmet un certain cliché, un certain stéréotype. Et l'idée, c'est de le bousculer. Parce que peut-être que d'un regard extérieur, pour les gens qui nous connaissent, c'est peut-être... ils vont peut-être pas forcément s'attendre, ou on est peut-être les dernières personnes auxquelles ils s'attendent à ce qu'on ait un besoin, parfois de pleurer, ou de montrer des vulnérabilités, ou d'exprimer des sentiments. Alors que c'est une réalité qui est bien là. Si moi je devais penser à ce à quoi ça me fait penser, ben, premièrement ça me fait penser à une éducation. Je pense que c'est à un certain moment de nos vies dans ta petite enfance où tu entends cette phrase d'une manière ou d'une autre. Voilà. Un homme ça pleure pas, un homme ne pleure pas, les hommes ne pleurent pas. T'es un homme, tu pleures pas. T'es un homme, pourquoi tu pleures, etc. T'es un homme, sois fort, etc. Je pense que voilà, c'est des petites phrases insidieuses comme ça que tu entends ici et autres et que tu finis par intérioriser, que tu finis par enregistrer et ça transforme ta perception du monde et puis tout simplement tu te sens pas légitime. Tu te sens pas légitime de pleurer, tu te sens pas légitime d'exprimer tes sentiments sous cette forme-là et tu en viens même par conséquent à voir tes émotions comme une faiblesse, comme quelque chose qu'il faut cacher, comme quelque chose que tu peux pas te permettre de montrer parce que c'est un petit peu voilà, comme tu es dans l'océan, il faut pas saigner, tu vas attirer les requins. C'est un peu cette image-là que moi j'ai développé et je me suis toujours dit que par contre c'était un truc, c'est hors de question que moi je répète ça à mes enfants et donc j'espère que c'est quelque chose que je transmettrai jamais d'une manière ou d'une autre, même intentionnellement, parce que c'est totalement faux de penser qu'un homme ne peut pas pleurer et c'est totalement délusoire et c'est extrêmement problématique
de partager et de véhiculer ce message-là, et pour des raisons que vous allez comprendre ici, et qu'on va détailler, parce que c'est ça la prochaine question, c'est toi, ton vécu personnel, comment est-ce qu'il fait écho justement par rapport à cette thématique de les hommes ne pleurent pas? Alors moi, j'ai envie de te dire que quand tu dis les hommes ne pleurent pas, les hommes pleurent beaucoup, hein, en vrai. C'est juste que tu le sais pas, tu vois. Donc, les hommes, ça pleurer, c'est pas forcément avec des larmes, hein. Ça peut être, il y a quelque chose qui se passe dans ta tête, ça va pas, quoi, tu vois. Donc, ouais, je pense que déjà, faut qu'on sache ça. Déjà, les hommes pleurent. Ils pleurent et ils ont leur manière de pleurer, ils ont leur manière de ressentir des émotions qui peuvent être éprouvantes. Et moi, par rapport à mon vécu, j'ai envie de te dire que j'ai été éduqué à la dure. Tu vois, j'avais pas de père, donc j'avais mes oncles qui étaient là pour faire l'éducation, ou des tantes, et tu sais bien, tu connais, chicotte, tout ça, c'était... tu vois, je te dis, les hommes, ils pleurent, tu vois. Donc c'était douloureux, mais il y avait quand même ce truc, ce contraste entre la violence et le fait de pas montrer que tu souffres, etc. J'ai toujours trouvé ça un peu frustrant. Je me dis, mais attends, on me donne des gifles, on me donne ci, on me donne ça, et je suis censé... tu dois pas montrer, ouais. Tu dois pas montrer, je dis, mais t'es sérieux ou quoi? Moi, j'avais cette phrase-là de mon père Incroyable. Qui me reste, c'est genre, tu te fais disputer ou tu fais une connerie ou quoi, ouais. Et tu te mets à pleurer. Ouais. Et là, il m'en collait une et il me dira, mais comme ça, t'as une raison de pleurer. C'est ça, ouais. Tu vois, ça, ce truc de, on pleure pas pour rien, en fait. Il doit y avoir quelque chose, une justification derrière, quelque chose qui te fait mal physiquement à un point où tu pleures. Mais tu pleures pas pour des émotions. Et justement, j'aimerais rebondir sur un truc que tu dis directement, parce que tu dis, ouais, les hommes, ils pleurent, mais peut-être d'une façon différente. Mais prenons une situation concrète. Toi, tu viens près de nous, tu nous expliques un épisode douloureux de ta vie, ouais. Et tu sens qu'il y a les larmes qui montent. Tu fais quoi? Non, franchement, aujourd'hui, en 2023, si les larmes, elles tombent, tu vois. Je vous dirais simplement... Est-ce que tu luttes ou pas? Non, je vais pas lutter. Enfin, si, je pense que ça dépend quelle situation, avec quelle personne je suis, tu vois. Mais mon éducation va faire en sorte que je vais un peu me retenir, tu vois ce que je veux dire. Mais si je suis avec des personnes de confiance, etc., je vais simplement prévenir, tu vois. Je vais dire, bon, excusez-moi les gars, il y a peut-être la petite larme qui va sortir parce que là, j'ai quand même les émotions, tu vois. Mais je préviendrai. Or qu'à une époque, je serais sorti de la pièce, je leur dis, bon, attendez les gars, je reviens et tout, tu vois. Puis ouais, ça va bien, tu vois, t'inquiète, on est là, tu vois. Donc aujourd'hui, avec le recul, non, je dirais, les gars, c'est quand même un moment, tu vois, un moment important pour moi de ma vie, donc c'est possible que je préviens. En tout cas, aujourd'hui, je vais pas dire changé, je veux dire j'ai évolué et c'est devenu moins tabou. Mais après, par rapport à mon histoire, il y a pas beaucoup de choses qui vont me faire vraiment pleurer. Tu vois, moi, je vais être touché par des choses... vraiment qui ont un attrait à la famille, tu vois, genre par exemple je viens de perdre un proche, des choses comme ça, c'est vraiment des choses qui vont vraiment me faire pleurer, genre je vais pas pleurer parce que j'ai plus rien dans mon frigo, des choses comme ça, non, on a déjà fait ça. Maintenant je sais que tu manges un peu des chips, ça va aller, tu vois, mais il faut vraiment beaucoup pour faire pleurer. T'es un artiste, tu peux être par exemple toi aussi est-ce que tu peux être ému aux larmes devant une musique, devant un film? Ouais, franchement, ouais. Il y a des... honnêtement, je te dis... Et donc là, imaginons que tu regardes avec ta femme ou tu regardes avec tes amis. Là, est-ce que tu laisses couler ou quand même tu te dis je suis dans le noir et je vais quand même essayer de me... Non, t'as vu, il y a ce truc un peu macho où tu vas dire, bon, c'est tendu. Mais, en fait, peut-être ça va arriver, mais quand on va te poser la question, tu vas dire, non, t'as vu que j'ai pleuré. Tu vois, je transpire des yeux. Genre un cas concret, je me souviens, j'avais regardé un film, c'était chaud, gros, c'était chaud. C'était PS I Love You. Je sais pas si vous connaissez ce film, c'est bien. Des lettres qu'il envoie. Ouais. Et en fait, j'étais pas préparé. Donc, désolé, alerte spoil. Donc, on regarde le film et tout. Et ça commence, tu vois. Ça commence, c'est le gars, il die. Tu vois, moi, j'étais pas prêt. Tu vois, j'étais en mode. Désolé, hein, spoil. C'est un détail du film. Donc, j'étais pas prêt, tu vois. Et donc, du coup. En fait, je me suis un peu identifié à ce truc-là, dans le sens où j'ai remarqué que souvent, en couple, les personnes peuvent être en mode, elles se plaignent de ci, elles se plaignent de ça, et toi-même, tu sais, au fond de toi, que tu fais quand même plein de choses pour que les choses aillent bien, tu vois. Et des fois, ça te passe dans l'esprit, tu te dis, ouais, mais si j'étais pas là, hein, parce que là, tu parles, mais si j'étais pas là, comment ça se passerait, tu vois. Et là... Dès le départ, tu vois, le gars, c'était en mode, il avait laissé des lettres parce qu'il savait qu'il allait plus être là et toutes les petites choses que la fille lui reprochait, en fait, elle se rendait compte au final que le gars lui manquait, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je te jure, 30 minutes, gros, j'étais là en mode, tiens, c'est chaud, tu vois.
ça me donne des émotions. Et là, on m'a dit, tu pleures ou quoi? Je dis, non, je pleure pas. Alors que, franchement, c'était chaud, tu vois. Donc, ça, c'est un exemple concret, Ok. tu vois. Et toi, même question. Est-ce que si voilà, tu dois venir nous voir, tu dois parler à quelqu'un, tu sens que les larmes elles montent, c'est quoi ton premier réflexe? Je pense que j'aurais moins de problèmes à pleurer devant vous. Je crois que dû à mon éducation, même allez, on a tous eu des éducations différentes, différents traumatismes, mais je pense que dans mon éducation, on m'a quand même laissé beaucoup de place pour parler de mes émotions justement. Et est-ce que je sais parler ou craquer devant tout le monde? Non. Il y aura aussi, dépendant des proches Des ou pas des personnes, proches ouais. et des personnes qui sont là, des moments où voilà, tu auras ce ressenti de craque pas maintenant parce que c'est pas le moment, tu vois. Mais sinon, à part ça, je pense que j'ai plus de facilité à pleurer devant quelqu'un si j'ai de la peine si j'ai une émotion forte Mhm. que non, parce que, allez, faut que ça sorte d'une façon ou d'une autre quelque part. C'est ça. Je pense aussi que le contexte dans lequel tu te trouves peut aussi beaucoup influer. Et Mhm. aussi, c'est aussi l'éducation. Je veux dire, moi, on m'a toujours appris dans un environnement en société, par Mhm. exemple, tu vois, où tu as des gens, certaines origines, ils vont avoir plus facile à se livrer. Je veux dire, ils sont grondés par leur manager, ils vont se mettre à pleurer. Je vise personne en particulier. Voilà, moi, j'ai toujours appris qu'il faut se retenir. Il y a certains contextes dans lesquels il n'est pas bon pour nous, donc les personnes en tout cas qui viennent de la culture, de se livrer facilement et de montrer entre guillemets notre faiblesse. Et que automatiquement, même aujourd'hui, dans certains contextes, même si quelque chose m'a vraiment blessé, en tout cas dans un milieu très professionnel, je vais vraiment tenir le truc jusqu'au bout et tout. Et que dans un contexte qui n'est pas professionnel, franchement, ça va venir plus simplement. Et, par exemple, je te dis, hein, un enterrement, etc., je vais pas me gêner. Mais Ouais. si par exemple, je me suis disputé avec ma femme ou quoi, tu vois, Mhm. je dirais, tu vas me dire, oh, pourquoi tu pleures? Je dis, ah, non, tu vois, donc, Non, mais de nouveau, je contexte. pense que ça dépend de la situation. Ouais. Mais je t'entends dire aussi faiblesse, le mot faiblesse, qui pour Ah, ouais, moi, j'ai repris, ouais. voilà, c'est pas vraiment le cas. Pleurer n'est pas forcément faible, c'est juste laisser place à une émotion. Et si tu n'arrives pas à la gérer Au au contraire niveau. d'ailleurs. Voilà. Parce que c'est le déni qui est plus sa faiblesse. C'est Et- se dire Non, je c'est souffre ça. pas. Moi, tu je vois. parlais dans un contexte professionnel de ce Ouais. qui nous a été Appris appris dans et inculqué. l'éducation. Mais- Oui, Et je pense que justement, ces mots-là sont des mots forts, tels que éducation, ce qu'on a appris. Mhm. Et c'est ça aussi que quand j'entends Ivan dire j'ai pas envie de répéter les mêmes choses avec mes enfants, Ouais. c'est des bagages qu'on tire de nos parents et ce qui a été mis dans notre éducation et ce qu'on traîne aussi avec, Carrément, parce que c'est des choses qu'on n'a pas gérées ou appris de la bonne façon et qui ne nous a pas mené à pouvoir être ouvert d'esprit par rapport à ces choses-là. C'est Mhm. pour ça que pleurer, oui, dans certains contextes, comme devant un manager, etc., je le conseille pas parce que c'est Tu pas vois, ouais. professionnel non plus quelque part, mais ça pourrait être possible. Allez, Non, ça c'est- pourrait être. ça devrait Tellement être- la ça- chose est intense, ça peut voilà, arriver, ça tu vois. devrait Ouais. être possible parce que allez, le travail fait aussi une grosse partie Mhm. de ta journée. On passe la plupart 8 heures, si pas plus, au boulot. Si tu ressens pas ces pressions ou que de temps en temps ça devient trop, bah, il faut aussi savoir laisser place à ça. Si on te laisse pas la place à communiquer ou quoi que ce soit et que tu n'as pas d'autres moyens d'extérioriser et que laisser une larme, c'est la seule chose que tu peux faire, bah, pourquoi Ouais, pas. fais-le, ouais. Voilà. Carrément. Ouais, mais justement, parce que moi, la chose que je retire par rapport à ce que tu dis directement, c'est aussi cette espèce d'idée de baromètre. Tu Mhm. vois? C'est-à-dire, ça, c'est pas suffisamment pour que je pleure, et c'est Exact. pas suffisamment fort pour que je pleure. Lui, le fait qu'il pleure parce qu'il a un incident avec son manager, mais ça, c'est trop faible pour pouvoir pleurer. Et c'est ça aussi que c'est quelque chose que je pense qu'on a intériorisé de notre éducation. Mhm. De ce curseur qu'on nous met sur ok, tu as le droit de pleurer. Mais quelque part, et c'est comme s'il fallait le mériter de pleurer. C'est que voilà, ouais. il doit y avoir eu quelque chose. Tu peux pas pleurer pour rien. Tu peux pas Exactement. C'est ça, pleurnicher, même c'est comme un on dit, tu vois. héritage, ouais. Ce mot pleurnicher qui revient, Exactement. je pense, dans beaucoup de nos éducations. Et en fin de compte, il faut se dire que si quelqu'un a une sensibilité telle qu'il est vraiment touché par la manière dont il a été traité par son manager et il ressent l'envie de pleurer, pourquoi est-ce qu'il devrait se retenir? Tu vois, nous, de par notre vécu, ça va être compliqué pour nous de vivre, de Mhm. pleurer par rapport à ça. Parce qu'on a déjà des bagages qui sont tellement lourds que, effectivement, tu vois, tout est subjectif, tout est histoire de comparaison quelque part. Mhm. Mais je pense que c'est pas pour autant que il faut considérer que quelqu'un qui va pleurer plus facilement serait plus faible, parce que finalement, on finit par lancer
tu vois, projeter cette même image, tu vois. Donc, ça, c'était le premier truc que j'ai retenu de ce que tu as dit, tu vois, ce truc de baromètre, et que je trouve que c'est intéressant parce qu'on s'en rend même pas compte, tu vois. Et c'est ici en parlant que ça ressort. Et pour moi, répondre à la question que je vous ai posée, moi personnellement, je le dis, non, si j'ai les larmes qui viennent, je vais lutter autant que possible, aussi longtemps que c'est possible, pour ne pas qu'elles sortent. Simplement, aujourd'hui, contrairement à hier, elles sortent. Tu vois, elles sortent, je vais les assumer comme un homme, et je vais te regarder droit dans les yeux, et je vais pas commencer à essayer de chercher un mouchoir, de me cacher, de me mettre en boule. Non, voilà, je suis un homme, je pleure, je te regarde. Mais très honnêtement, moi, je vais faire tout ce que je peux pour pas pleurer devant toi. Tu vois, et c'est ça, cette problématique. Après, je suis peut-être celui qui a le moins de flexibilité émotionnelle aussi, enfin, en tout cas le plus de difficultés par rapport à ça aujourd'hui, mais c'est quelque chose que je remarque toujours chez moi, et que je trouve problématique. Et d'ailleurs, une question que je voulais vous poser, et qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, qui font un peu de débat de gens qui aiment avoir du contenu viral, et avoir des affirmations très controversées. Attention, ne mets pas dans la sauce. Ah non, mais c'est intéressant. C'est intéressant, cette affirmation que, en tout cas, quoi qu'il arrive, si tu dois pleurer, va voir ton frère, va voir tes amis, mais ne pleure jamais et sous aucun prétexte devant ta femme, parce que ça équivaudrait à cette perte de l'image de l'homme fort, et une perte de respect de son côté, même si elle prétend le contraire. Donc voilà, il y a un peu cette affirmation souvent qu'on entend, de jamais pleurer devant sa femme, etc. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Devant ses enfants. Moi, ce que j'en pense de cette affirmation-là, c'est que... Donc la phrase, c'est tu peux pleurer devant tout le monde, ton frère, etc., mais pas devant ta femme. Ouais. Ok, moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense que dans la mesure du possible, notre éducation fait que on va se retenir de faire ça. Pour toujours montrer que voilà, on est l'homme, etc., qu'on contrôle, parce qu'on a besoin de montrer qu'il y a un équilibre. Mais en vrai, non, moi je suis pas d'accord avec ça. Je peux te dire ouvertement que ça m'est arrivé de pleurer devant ma femme, et que au moment où tu pleures devant ton épouse, c'est là le seul moment où elle peut se rendre compte qu'elle a été trop loin, par exemple. C'est la seule manière. Parce que elle aussi, dans leur éducation, elle se dit ça. Que non, ils pleurent jamais, les hommes, etc. Mais quand ça arrive, alors là, il y a quelque chose qui se passe. Et du coup, il y a une ouverture, en fait. Une ouverture à la discussion. Donc, en mode, tout d'un coup, tout le monde était braqué. Et puis tout d'un coup, tu vois, c'est, ouais, en fait... C'est comme si tout le monde fait tomber les masques, quoi. Ouais, là, exactement. On dépose l'armure. Genre, moi aussi... On arrête de se battre et vas-y. Ouais, j'ai aussi des sentiments. Ça me touche aussi. Tu vois, ce que tu dis, ça, c'est, tu vois. Et je trouve justement que si vous en arrivez à ce stade-là, laissez-vous aller. Parce qu'en fait, ça veut dire que vous-même, vous avez franchi une étape. Et que vous avez besoin d'être guéri d'une manière ou d'une autre. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Je peux comprendre pourquoi les gens disent ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé ça. Mais là tu sais... Là, l'exemple que tu prends, c'est un conflit qui vous occupe. Enfin, c'est un conflit qui vous oppose. Mais disons que c'est quelque chose, en fait, qui te pèse personnellement, qui n'a rien à voir avec ta femme. Ouais. Et t'en parles avec elle et les larmes, elles viennent. Est-ce que pour toi, tu peux pleurer ? Mais c'est ta femme, c'est ton partenaire. Exactement. Tu peux, ouais, il n'y a pas de problème. Parce que vu que c'est quelque chose de personnel en toi et qui te touche à ce point-là, c'est ton partenaire de vie qui a, entre guillemets, la seule personne à avoir le droit de te voir en position, entre guillemets, de faiblesse, vraiment, entre guillemets. Donc, peu importe le sujet, si ça te vient et que c'est ta femme, vaut mieux que ça vienne avec ta femme que ça vienne avec quelqu'un que tu penses que c'est ton frère et que... Tu vois ? Moi, je sais pas qui dit ça, mais vas-y, dis-leur, ils sont dans old school. Non, moi, de ce que j'entends de ce débat-là, c'est tout simplement, je pense que ça dépend du stade dans lequel tu es. Je pense que c'était plutôt axé sur la petite amie, la copine, pas forcément la femme, la personne que tu as épousée, dans le sens où, pour moi, quand tu te maries avec quelqu'un, c'est aussi pour pouvoir avoir un partenaire, comme tu disais, 13, quelqu'un chez qui tu peux te recueillir aussi, qui va te redonner de l'énergie et du réconfort quand on a besoin. En tant qu'homme, c'est pas que tu vas pleurer tous les jours non plus, mais je pense que comme tout être et personne sur cette terre, si tu as besoin de réconfort et que tu peux pas le retrouver chez ton partenaire, je pense que là, il y a un plus gros souci que
pleurer devant son conjoint ou quoi que ce soit. Donc, à ce moment-là, ouais, non, je suis d'accord avec 13. C'est totalement... Hey, tu devrais être capable de pleurer devant ta femme, mais pas geindre. Je pense que c'est ça la grande différence. Ouais, il y a geindre et pleurer d'une émotion et de pleurer d'une tristesse, d'une joie ou quoi que ce soit. Mais si c'est une question de se plaindre et de... Hey, je pense que là est la différence. Mais là aussi c'est un point intéressant parce que il y a le geindre qui est genre entre guillemets la complainte futile, j'ai envie de dire. Après il y a la complainte où je pense que dans un couple des fois il y a pas une compétition, mais des fois il y a un questionnement sur est-ce que j'ai autant droit de me plaindre que mon partenaire? Est-ce que moi je suis pas censé être dans la position où c'est plutôt moi qui dois l'écouter? Il y a ce questionnement. Je dis pas que une personne a raison que l'autre a tort, mais quand tu dis geindre, justement, moi ça m'arrive de me poser la question. Mais justement, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a ce type d'affirmation. C'est parce que quand on pense à l'image d'un homme, quand on pense à ce que ça évoque dans la société, on va souvent penser à de la force, à de la stabilité, à quelqu'un sur qui tu peux te reposer, à certains qui va te tirer, qui va te pousser si jamais tu es là, tu es en difficulté, qui va être là pour t'aider à te relever, qui va dire marche avec moi, etc. Et quand tu joues ce rôle d'homme, finalement, quel espace ça te laisse à toi d'être faible, d'être vulnérable, de montrer tes émotions? Moi, je pense que il n'y a pas si longtemps que ça, si on m'avait posé la question, c'est quelque chose que j'avais jamais réfléchi avant à ça. Mais c'est vrai que naturellement, je me serais dit, je l'aurais peut-être pas formulé, mais j'aurais pensé que pleurer devant ma femme, non, quoi, tu vois. Et c'est avec l'expérience aujourd'hui et le travail que j'ai fait sur moi-même que je me rends compte qu'en fait, penser comme ça, c'est ce qui crée en fait des relations dysfonctionnelles. Parce que tu peux te plaindre d'une certaine solitude en tant qu'homme, te dire voilà, moi je suis l'homme fort, je dois tout porter, finalement on fait pas très attention à mes émotions, mais tu donnes pas accès à ces émotions. Tu vois, toi tu crées une grande muraille autour de toi parce que tu vois le monde comme une menace et tu penses que tu dois tout porter et que tu dois défendre et te battre pour tout le monde, mais tu t'autorises pas à te montrer vulnérable devant la personne qui partage ta vie. Et je pense à tous ceux qui ont cette crainte, si je peux vous expliquer, vous donner un conseil, c'est moi je pense qu'au contraire, le plus tôt le mieux. Montrez-vous vulnérable et montrez vos émotions le plus tôt possible, parce que c'est comme ça que vous allez voir qui peut être votre partenaire et qui ne peut pas l'être. Parce que si jamais vous avez quelqu'un en face de vous qui n'est pas capable d'accepter vos sentiments, qui n'est pas capable de les entendre, qui n'est pas capable d'avoir ce type de discussion avec vous, tout simplement cette personne-là n'est pas émotionnellement prête pour ce type de relation. Elle n'est pas prête pour un mariage. C'est aussi simple que ça. Et c'est là où vous allez en fait vous éloigner des relations toxiques. Pour moi, je privilégierais au contraire. Je vous dirais, exprimez vos émotions. Si vous devez pleurer, pleurez. Et si vous avez quelqu'un en face de vous qui va avoir moins de respect en conséquence, va vous considérer moins viril, va vous considérer moins fort, ou va vous faire sentir que là, voilà, vous avez fait quelque chose quelque part qui fait que dans son appréciation, elle vous place moins haut dans son estime ou autre, c'est automatiquement un signe qui va vous montrer que ce n'est pas la personne qui est faite pour être avec vous. La personne qui est faite pour être avec vous, c'est la personne avec qui vous pouvez ouvertement parler de vos émotions, vous pouvez pleurer, vous pouvez aller vous confier. Et donc, non, moi je pense que non seulement l'homme peut, mais je pense que l'homme doit pleurer devant sa femme. Mais oui, carrément. Là, tu as dit un truc qui m'a fait penser à un autre truc viral, je sais plus c'était quoi. Mais en tout cas, je suis aussi ton raisonnement, et je pense que pour pouvoir choisir son partenaire, il faut effectivement, du coup je viens de me souvenir, il faut effectivement savoir jauger le niveau de réception en termes d'émotion. Parce que ce qui se dit maintenant dans les réseaux, c'est en mode... en fait, beaucoup de femmes veulent que les hommes s'ouvrent, mais quand elles s'ouvrent, elles ne sont pas prêtes à ce qui se passe. À entendre ce qui en sort, oui. Voilà. Ouais. Donc du coup, comme tu dis, si dès le départ, elles savent recevoir, etc., ben, ça va permettre justement d'être parfaitement complémentaires. Parce que, pour rebondir à un autre truc que tu as dit, moi je pense que c'est dans les deux sens que la personne doit soutenir, la personne doit être là. Ça, c'est une idée reçue, ou peut-être d'une manière qui se faisait avant, mais aujourd'hui, tant l'homme que la femme est un vrai partenaire et complémentaire à ces niveaux.
dans une relation, je pense. Et Shane, tout à l'heure, disait que là, on parlait des hommes qui sont déjà en couple, etc., parce qu'ils ont une certaine vision. Mais je pense que même si tu es en relation normale, que tu n'es pas encore marié, etc., ça peut aboutir à ça aussi. Bah, je pense Si que... tu dates dans ce cadre-là, en tout cas, il faut le faire. Ouais, ça dépend comment tu dates. Si tu veux aller pour du long terme, parce que Ouais, sinon... c'est ça. Sinon, bien sûr. nous-mêmes, on sait, ouais. sinon Non, tu si tu dates dans cette optique-là de te mettre en couple sur du long terme et de te marier, définitivement, je rejoins Trésor, il faut le faire. Parce que le problème, c'est que moi, moi, par rapport à mon parcours, une fois, je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression que ces gens avec qui j'ai été, elles m'ont aimé pour mon image, pour la projection de ce que je suis et pas pour qui je suis. C'est-à-dire, elles m'ont aimé pour l'image de l'homme, justement. Je suis voilà, un peu l'archétype de l'homme qui est sur qui tu peux compter, qui va être honnête, qui va faire preuve de leadership, qui va ramener du pain sur la table, il n'y a pas de problème, tu vois. Et finalement, je me plaignais de ça. Mais en réalité, c'est tout ce que tu lui donnes. Si jamais toi, tu donnes pas de tes émotions, en fait, tout ce qu'elles ont, c'est l'image et c'est le rôle. Et c'est que si vous êtes à deux à jouer un rôle et à projeter des images l'un sur l'autre, en réalité, vous n'avez pas réellement de relation. En fait, il y a quelque chose entre vous. C'est comme si c'est une relation en triangle. Vous vous aimez à travers quelque chose, un prisme, tu vois, et vous n'êtes pas réellement en connexion l'un avec l'autre. Et ce qui fait qu'il n'y a pas réellement de relation, tu vois. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ça craque parce que vous vous rendez compte et vous dites, mais en fait, on se connaît pas. On se connaît pas. Qu'est-ce que tu connais de moi en fait? Il y a des gens qui s'associent sur papier, sur CV, en mode ouais, ça c'est une personne parfaite pour moi. Exactement. Ils se rendent compte après X nombre de temps qu'en fait, non, ça ne va pas. Je suis totalement. Et ça, il y en a énormément dans ce cas-là. Moi, j'ai beaucoup fonctionné, vous me connaissez, j'ai beaucoup fonctionné à la checklist. Lui, il a des checklists, vous n'avez pas idée, hein. Vous n'êtes pas prêt. J'ai beaucoup fonctionné comme ça et je me suis rendu compte que ça, c'est juste un mirage, c'est juste un fantasme et c'est jamais une manière de connaître quelqu'un. Et que la manière de connaître quelqu'un, c'est de poser tes sentiments sur la table et voir comment c'est réceptionné et voir si la personne en face elle est capable de faire la même chose. À partir du moment où vous êtes capable de faire ça et qu'au niveau des énergies ça match et que vous vous comprenez, vous êtes prêts pour faire quelque chose ensemble. Même si au niveau de la checklist, il n'y a pas tout qui est coché, c'est pas, les gens ils évoluent, les convictions évoluent, le mode de vie il évolue, vos choix, vos activités elles évoluent. Mais ce que vous avez ici, là, dans les entrailles, dans votre cœur, etc., ça évolue pas. Ça, vous le tenez depuis que vous êtes arrivé dans ce monde et vous allez continuer à le traîner avec vous. Et comme Trésor a dit, vous n'allez jamais changer. Vous allez évoluer, mais vous n'avez jamais changé. Donc ouais, ça, je pense qu'on est assez d'accord sur ça. Je pense que c'est intéressant parce qu'encore une fois, c'est un son de cloche qui sur les réseaux, prend une certaine adhésion, je pense. Et justement, de gens qui sont frustrés, soit parce qu'ils n'ont pas l'espace de le faire actuellement dans leur couple, ou soit parce qu'ils ont essayé de le faire et ça n'a pas porté ses fruits. Mais si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, vous avez fait une bonne chose et c'est le jour où ça portera ses fruits que vous verrez. C'est peut-être la bonne personne. En fait, c'est peut-être elle la bonne personne. Et par le passé, si ça ne matchait pas quand moi j'exprimais mes sentiments, c'est parce que ces personnes-là, peut-être c'est pas des mauvaises personnes, mais en tout cas, elles n'étaient pas prêtes pour ce genre de relation et en tout cas, elles n'étaient pas prêtes pour ce genre de relation. Avec moi. C'est vrai. Et il faut se dire aussi, comme tu dis, il y a beaucoup de choses qui se dirigent vers la projection. Et aujourd'hui, dans la société, on a des perceptions sur ce que les gens voudraient. Donc, tu sais, par exemple, les femmes, tu as toujours l'impression qu'elles veulent des gens qui ne sont pas faibles, elles veulent des bad boys, elles veulent souffrir, etc. Et puis tu l'as dit tout à l'heure, ça dépend dans quelle optique tu dates. Parce qu'une fois qu'elles deviennent posées et qu'elles veulent construire quelque chose, c'est plus le même type d'homme qu'elles recherchent. Tu vois, or que ce qu'elles ont cherché depuis le départ a toujours été là. Tu vois, mais cette personne, elle a fait son chemin, elle est passée à autre chose. Elle s'est ouverte avec quelqu'un qui était plus ouvert, etc., etc. Donc, au final, ça revient toujours à la même chose et c'est les perceptions sur ce qu'on projette. Et aujourd'hui, si on fait attention, qu'on enlève les filtres et qu'on regarde dans la bonne direction, je pense que les choses seraient beaucoup plus simples. Mais bon. Et ce qui est dangereux, c'est que ce qu'on projette, surtout je rebondis sur les femmes que tu citais là, ce qu'on projette est souvent construit soit sur des manquements qu'on a eus dans notre enfance, dans notre éducation, etc., un manquement du père ou autre, un peu ce cliché de père absent, je vais être attiré par des hommes derrière qui je dois courir, tu vois, un petit peu ce parallèle. Donc, soit par rapport à des manquements, ou soit par rapport à des sentiments de familiarité. Et c'est encore plus dangereux. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi, par exemple, on prend une jeune fille qui aurait grandi dans un environnement similaire, assez conflictuel, par exemple, où ça
ça crie assez facilement, ça casse facilement assez des assiettes, etc. Mais elle va être attirée par ce type de relation inconsciemment parce qu'en fait, ça résonne par rapport à ce qu'elle connaît. Il y a ce sentiment de familiarité. Et c'est pour ça que c'est extrêmement dangereux de fonctionner, comme tu dis, à travers des perceptions et à travers des projections. Parce que ces projections, elles sont construites sur des choses parfois qui sont très malsaines et qui sont très dangereuses. Et c'est ce qui crée l'isolement, c'est ce qui crée l'incompréhension et c'est ce qui crée, comme disait Shane, des relations où en fait tu es avec quelqu'un que tu connais pas. Parce que tu as grandi, tu as tout construit sur des projections, toi de tes traumatismes, de tes manquements ou de ton sentiment de familiarité et l'autre personne, la même chose, quoi. Carrément. Bah, c'est ça, je pense qu'on a bien résumé le point. Je pense qu'on peut passer au point suivant, hein, honnêtement. Mais le point suivant, ce serait pour résumer un petit peu aussi tout ce qu'on a dit, c'est de voir pour vous, parce qu'on dit les hommes ne pleurent pas, donc on a parlé de la partie expression des sentiments, mais de voir vous au niveau de votre cœur, si jamais vous devez dire qu'est-ce que ça représente un homme et quel est l'homme que vous avez envie d'être. Sans se mettre dans la sauce, donc... Et si on parle de parler avec le cœur, donc pas intellectuellement, la définition de ce qu'est un homme ou à travers les prismes de la société, mais vraiment toi, voilà, tu penses... C'est peut-être même plus facile de penser en termes de l'homme que tu as envie d'être. Bah, en tout cas, en termes de l'homme que moi j'ai envie d'être un homme libre. Ça, c'est la première chose. Mais libre, c'est quoi? Parce que choisir, c'est renoncer. Exactement, c'est très bien. C'est très Donc, bien placé. Non, en tout cas, de l'homme que je veux être un homme heureux. Donc, comme tu as dit, je suis artiste, j'écoute beaucoup de musique également. Et il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Youssoupha qui a dit un jour dans un de ses morceaux je ne veux pas avoir raison, je veux juste être heureux. En fait, c'est que justement tu sors de tout ce qui est intellect, tout ce qui est cohérent, tout ce qui est logique. Oh, eux ils fonctionnent comme ça, c'est comme ça que ça devrait être fait. En fait, non. Qu'est-ce qui nous rend heureux, tu vois? Et moi, en tant qu'homme, ce qui me rend heureux bizarrement, parce que je suis en famille, c'est de faire en sorte que ma famille soit heureuse. Tu vois, si j'étais célibataire ou quoi, peut-être j'aurais des autres envies. Mais moi, ce qui me rend heureux, c'est que les gens autour de moi soient heureux et qu'ils manquent de rien. Donc pour moi, ma vision de l'homme que je veux être, c'est un homme qui peut être heureux lui-même, qui peut rendre heureux ses proches, mais surtout, j'ai envie de dire qui est très simple en fait, qui a pas de fardeau, qui avance, qui va de l'avant. En fait, c'est très simple pour moi aujourd'hui d'être un homme. Donc je peux pas dire être le pilier de sa famille parce que moi je fais partie de la génération qui estime qu'on est deux, on est complémentaires. Il y a des choses que ma compagne va mieux faire que moi et je vais même pas chercher à dire non, elle fait ça mieux que moi. Il y a des choses que moi je fais mieux que elle et on est complémentaires. Donc pour moi, je ne peux pas dire le rôle d'homme c'est être un pilier dans la famille, etc. C'est ce qu'on m'a inculqué. Mais moi, par exemple, ce que je dis à ma femme, c'est que j'ai pas envie de vivre pour mes enfants, comme dans le passé, ma mère qui s'est donnée pour qu'on vienne ici, etc., qui a voyagé, etc. Je l'en remercie, mais maintenant je veux vivre avec mes enfants. Tu vois, c'est pour ça que je veux être heureux. Donc je veux avoir cette idée d'un homme qui profite de la vie avec ses enfants, qui ne manque de rien. Tu vois, qui ne manque de rien, qui fait en sorte que sa famille ne manque de rien. C'est hyper simple, tu vois. Je veux pas être l'homme parfait, l'homme idéal. Enfin, je veux dire, ouais, tu vois, on a toujours ce côté où on veut plaire, etc. Mais aujourd'hui que j'ai ma famille, si ma famille est heureuse, c'est tout ce qui compte. Et ce qui est plus difficile dans tout ça, c'est que les choses simples, comme rendre les gens heureux, c'est les choses les plus compliquées. Tout à fait. Tu vois ? Moi, il y a directement un truc qui a fait écho chez moi, dans ce que tu as dit, et qui aussi est en conflit avec autre chose. Tu vois, j'ai un peu ce conflit interne, c'est que voilà, il y a un mot qui résonne directement, c'est le mot liberté. Je veux être un homme libre, et je pense que c'est beaucoup lié aussi, c'est beaucoup lié à l'endroit où tu as grandi, à ton éducation. C'est-à-dire que quand soit tu as eu une éducation qui est stricte, et en plus de ça, quand tu as grandi dans un environnement où à un moment donné, tu t'es regardé, tu t'es dit en fait c'est cuit pour moi. Je pense, voilà, je regarde autour de moi, je pense que mon destin il est tout tracé, il est extrêmement clair. Au niveau des statistiques, il n'y a pas grande chance que je fasse autre chose, tu vois. Donc tu es tombé dans une forme de fatalisme, de te dire voilà, ce sera comme ça, c'est pas autrement malheureusement. Et puis il y a eu ce réveil, cette brisure à un moment donné où tu t'es dit ah ben non, en fait je suis capable de faire totalement autre chose. Exactement. Et puis le sentiment de contrainte était tellement fort que le sentiment d'envie de liberté il est venu aussi fort de dire non mais en fait moi à partir d'aujourd'hui il y a absolument personne qui va me dire toi t'as pas
les capacités de faire ça. RAF. Mhm. Toi, c'est impossible. Tu vas accepter que si c'est même le contraire. Si quelqu'un te dit tu peux pas faire quelque chose, tu vas le Tu faire. vas tout faire pour lui prouver qu'en fait, or que c'est pas forcément une bonne chose non plus. Exactement, parce que Tu tu vois? tombes dans un piège. Mhm. Finalement, tu te retrouves être l'esclave de la perception des autres. Exactement. Tu vois. Mais j'ai vite développé cette envie d'un coup de liberté. Et c'est quelque chose qui m'habite d'autant plus fort aujourd'hui. D'un point de vue professionnel, j'ai envie de faire des choses qui m'habitent, qui me passionnent, qui me font me sentir vivant. Mhm. Mais comme je l'ai dit, ça rentre en conflit avec autre chose. C'est avec un modèle que j'ai. Mhm. Modèle de famille. Ce modèle de la représentation de l'homme en tant que quelqu'un qui doit être sur qui sa famille peut compter, Mhm. qui doit être un pilier, qui doit être fort, qui doit être stable, qui doit faire preuve de bonne qualité morale, tu vois. J'ai un peu ce modèle, et comme tu l'as dit, le problème c'est que ça rentre un peu en contradiction parfois, parce que tu as cette envie de liberté, donc tu as envie d'avoir ce droit à l'erreur, tu as envie de Ouais. ce droit d'être faible, tu as envie de ce droit de faire quelque chose qui soit peut-être pas le choix rationnellement le plus intelligent pour ta famille, Mhm. mais c'est toi ce qui te rend heureux, tu C'est vois. ça, c'est Et ça, donc, ouais. et donc, tu te trouves un peu des fois dans ce conflit interne de dire voilà, moi je veux faire des choix qui soient rationnels, etc. parce que je suis un homme et je veux aider ma famille et je veux être un bien pour eux. Mais tu te dis derrière ce modèle l'homme, il y a aussi Ivan, il y a aussi moi, Mhm. mes envies, qui je suis. Et moi j'ai envie d'être libre et j'ai envie de faire des choses qui m'habitent. Et je pense que c'est un peu ça aussi la crise de la quarantaine. C'est des gens qui arrivent un peu à un moment donné et ça clash. Ils disent en fait, je me suis oublié pendant des années là, en fait. Et moi, c'est pas du tout là que j'ai envie d'être. Et c'est pas du tout là. C'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. Mhm. Et je pense que c'est un peu ma phobie. J'ai peur de tomber là-dedans. Mhm. Tu vois. Et j'ai envie de trouver cet équilibre entre, voilà, il y a ce modèle. Je veux m'en rapprocher, mais je veux pas m'oublier. Tu vois. Ok. Je vais réagir après. Je dois d'abord écouter l'avis de Shane pour voir ça. Bah, je pense que mon avis va rejoindre un peu les deux, Mhm. des vôtres, hein, de nouveau. Ah, pas de problème. Maintenant, pour compléter un peu, pour moi, un homme, c'est aussi quelqu'un qui, justement, ne va pas lâcher. Quand il tombe, il va se relever. C'est ça, un homme. C'est quelqu'un qui va essayer essayant de devenir heureux, partager cette joie et cet amour. Pour moi, c'est ça, être un homme. C'est quelqu'un qui peut se permettre d'être vulnérable Mhm. sans se mettre dans cette position de faiblesse, quelque part. C'est quelqu'un qui sait communiquer, qui sait dire ce qu'il pense sans forcément froisser à gauche et à droite. Mhm. Pour moi, c'est ça l'image de l'homme que j'ai quelque part. Mhm. Ouais, ok. Bah ouais, ça fait écho. Moi, ça fait encore plus écho du fait que tout à l'heure tu parlais aussi de liberté, ne pas se oublier, etc. Et du coup, de la personne qu'on voudrait être, tu vois, par rapport au modèle d'homme. Parce que pour moi, c'est une question qui est difficile dans le sens où moi, par exemple, dans mon entourage, j'ai que connu des familles monoparentales, j'ai grandi avec ma mère. J'ai pas de repère d'homme. Tu vois, mon père est décédé très tôt quand j'étais aux études. Et donc, du coup, j'ai pas de... C'est quoi? Tu vois, j'ai les oncles. Mais les oncles peuvent jamais remplacer vraiment, tu vois, le côté paternel. Donc, j'ai que l'image de la personne que je voudrais être, tu vois, par rapport... Justement, si quelquefois, c'est un fantasme. C'est ça qui est dangereux. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça. inatteignable. C'est pour ça que beaucoup de gens disent mère, éduquez vos fils, tu vois. Parce que des fois, ça peut devenir des personnes violentes, des personnes dangereuses, etc. Et donc, vu que j'ai pas, comme vous, ce modèle-là, moi, j'ai toujours qu'est-ce que j'aimerais pour, tu vois, mes enfants, mais en étant avec, tu vois. Et quand tu dis, genre, qu'on ne s'oublie pas, bah, je pense que c'est ça, être libre et en même temps être en famille. C'est ne pas s'oublier. Parce que dès qu'on s'oublie, là, on n'est plus libre. Parce qu'en vrai, il y a toujours des facteurs. Si tu es tout seul, tu as la liberté absolue, tu fais entre guillemets ce que tu veux, etc. Mais dès que tu fais rentrer des paramètres qui sont liés à ton ADN, c'est des nouveaux facteurs. Et donc, du coup, tu as des responsabilités. Tu vois, et être homme, c'est être responsable aussi. Tu vois. Et c'est là où tu peux continuer d'être libre, tu vois, mais avec une famille, mais avec des trucs. Mais seulement, il faut maintenant apprendre à écouter ces nouvelles personnes, tu vois. Il faut tout prendre en considération. Et un point qui va aussi être important, c'est définir c'est quoi la liberté à tout instant de ta vie. Parce que la liberté que tu avais quand tu avais 12 ans, c'est plus la même que tu as maintenant. Exactement. Et chaque fois que tu arrives à redéfinir cette liberté, aujourd'hui, la liberté pour moi, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, pour moi, la liberté, ça veut dire pouvoir réussir suffisamment économiquement bien que pour pouvoir
emmener ma famille en vacances, que pour pouvoir faire telle et telle chose. Pour moi, c'est ça, la liberté. Et c'est très difficile aussi à voir. Mais c'est une liberté dans la société. Après, dans ma famille, la liberté, c'est de pouvoir parler à ma femme, dire j'ai ça, j'ai tel problème, etc. Vas-y, ça m'a touché, tac, tac, tac. C'est de pouvoir dire à mes enfants, ben voilà, papa, il est un peu fatigué, papa, il est ici, etc. Tu vois, c'est pas se sentir emprisonné par un rôle, tu vois. Parce que moi, j'ai pas de honte à le dire. Je dis, hey, j'allais dire le nom de ma fille, mais on garde ça secret, tu vois. Je dis, papa, il est comme ça, s'il te plaît, va voir un peu maman, tac, tac, tac. Et en fait, je me sens bien. Tu vois, genre, une époque, j'aurais. Tu vois, maintenant, quand je le dis, je me sens libéré, je me sens. Tu vois, je me dis. Peut-être qu'une autre personne dirait, ouais, mais papa est responsable ou ceci, cela. Mais moi, je me sens bien, tu vois, je me sens bien et le fait que mon partenaire m'écoute même s'il râle, tu vois, voilà. Donc ça, c'est pour rebondir sur la liberté Mais et le rôle. je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas cité, et qu'on pense tous, mais on l'a pas cité parce que ça nous semble tellement évident. Mais je pense que dans la définition d'un homme, pour moi, la chose numéro 1 qui vient pour moi, c'est d'être profondément bon. Ouais, bien D'être sûr. profondément bon, avec un bon cœur, quelqu'un qui veut faire des bonnes choses, avoir une bonne influence sur son entourage et laisser une bonne marque. Et quand on parle de liberté, le deuxième mot qui me vient, en fait, comment je définirais la liberté, en fait, c'est peut-être pas la liberté que je voulais dire, c'est plutôt le courage en réalité. Un homme, ça doit être courageux. Et c'est parfois compliqué parce que quelquefois, on a ce choix entre rester dans sa zone de confort et se rassurer en se disant ouais, c'est vrai, je suis dans ma zone de confort, mais je fais ça pour ma femme, je fais ça pour mes enfants parce que c'est en réalité pour leur donner une bonne vie, c'est pour qu'ils aient un patrimoine, c'est pour qu'ils aient une stabilité et autres. Alors qu'en réalité, c'est parce qu'on veut pas faire face à nos propres peurs. Ouais, on a peur de faire le pas, justement. On a peur de faire le pas et donc on se construit un certain nombre d'excuses qui justifient qu'on reste dans notre solution, dans notre situation, pardon. Tu vois ? Et donc pour moi, être un homme libre, c'est être un homme courageux, à un moment donné de s'asseoir et de se dire Je prends le risque, quoi. non, en fait, je vais prendre le risque parce que c'est ça aussi que je veux transmettre à mes enfants. Ce que je veux transmettre à mes enfants, c'est pas seulement un patrimoine. Ce que je veux transmettre à mes enfants, c'est cette idée que, tu sais quoi, si t'échoues, c'est absolument pas grave tant que c'est parce que t'as tenté de faire quelque chose qui te faisait kiffer. Non, mais bien sûr, bien Tu vois ? sûr, bien sûr. Je reviens encore à cet artiste que j'adore. Hein. Il faut qu'on fasse un feat, hein, gros. Non, il disait, si tu sais pas faire des grandes choses, fais des petites choses avec grandeur. Ouais. Tu vois ? Ouais, c'est Donc, très beau, ouais. c'est ça. Vas-y, sois courageux. Tente les choses. Mais après aussi, là où avec le temps, j'ai beaucoup évolué dans ma réflexion, je suis de plus en plus persuadé qu'il y a... Parce que moi, voilà, j'ai un background qui est religieux. Maintenant, je suis juste croyant, mais je suis vraiment persuadé que l'homme et la femme sont parfaitement complémentaires à tous les niveaux. Bien sûr. Et que, tu vois, il y a des choses où c'est pas que l'homme, il n'a pas le courage de le faire, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui, dans la nature de l'homme, s'il n'y a pas une femme pour l'aider à penser à ça ou quoi, il va pas forcément se lancer. Tu vois ce que je veux dire ? Et oui, il faut être courageux, mais il y a des choses sur lesquelles je pense que c'est là où va jouer justement la complémentarité. Et l'homme peut aider aussi la femme à être femme. Tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Donc, ouais, je vais juste réagir par rapport à ça. Voilà. Mais ouais, pour moi, cette notion de courage, de toute façon, elle est tant du côté d'homme que de la femme. C'est vrai que moi aussi, j'aimerais tellement que ma femme... Et d'ailleurs, souvent, c'est quelque chose qui va peut-être même nous frustrer, alors que nous-mêmes, on fait la même chose. Mais tu vas regarder ta femme et tu vas dire, mais t'as un potentiel qui est si énorme, etc. Vas-y, tu kiffes ça, fais-le. Moi, je vais te soutenir, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais on a tous ces peurs. On a tous ces peurs de l'échec, on a tous ces peurs de l'inconnu, on a tous peur de perdre un certain confort. Tu vois, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui nous caractérise. Je dis toujours, c'est que malheureusement, quand tu as été pauvre, quand tu as vraiment connu la pauvreté, tu as l'impression que tu es en train d'avancer, mais elle est toujours en train de courir derrière toi. Et tu te dis, j'ai pas intérêt à ralentir parce qu'elle va me rattraper. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas genre j'ai été pauvre, je le suis plus. C'est je suis en train de m'échapper de la pauvreté. Tu vois ? Et même si tu fais 100 cas par mois, tu vas te dire, tu te dirais, qu'est-ce qui se passe là, il me faut plus. On sait jamais, quoi. Elle est peut-être au coin de la rue, et les gars, on commence à accumuler, on continue à tracer, etc. Et je pense qu'il faut aussi soigner et penser justement ces blessures. Pour moi, être l'homme ultime, l'homme que j'ai envie d'être, c'est cet homme qui va trouver parfaitement cet équilibre entre justement cette disponibilité émotionnelle et cette vulnérabilité avec sa famille, de faire preuve de ses craintes, de ses doutes, de ses envies, mais de faire preuve de force. Non pas
avec un certain modèle d'autorité ou de virilité ou en se mettant dans une case, mais qui va faire preuve de force en disant, vous savez quoi, Je vais le faire. les gars, j'ai super peur, mais je vais y aller. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, J'ai là, super peur, là, je suis en train de carrément. trembler, mais je vais y aller. Mhm. Et je vous remercie de me soutenir. Et vous savez quoi, si on se plante, mais c'est pas grave. Mhm. Non, en tout cas, c'est lui qui montre le chemin. En tout cas, Mhm. c'est lui qui montre le chemin. C'est ça la lui force qui... réelle. Exactement. Ouais, C'est ça. pas de tout réussir et c'est pas de très bien gagner sa vie et d'être la personne sur qui on peut compter, etc. Parce qu'au final, si c'est le cas, mais tu fais quelque chose qui te déprime, tu fais quelque chose qui te fait pas sentir vivant. Mais quand tu rentres chez toi, ça te ressent. Bien sûr. Ça se ressent, ça se tu le ressent dans les transmets. week-ends. Ça crée un poids. Tu vois, tu vis avec un poids de 50 kilos constamment sur ta poitrine. Mhm. Tu vois. Et donc, je pense que c'est ça l'équilibre que j'essaie de trouver par rapport à mon conflit. C'est de me dire finalement, être fort, c'est avoir le courage de faire Ouais, face à mes peurs et à mes faiblesses et me dire, les gars, je vais y aller même si je me plante. Et je pense Mhm. que c'est tout ce que je nous souhaite. C'est marrant parce que je nous souhaite même plus ça finalement que la réussite en elle-même. Mhm. C'est que je nous souhaite d'avoir le courage d'essayer parce que ce qui compte finalement, c'est le trajet. Exactement. C'est pas la vraiment ça. destination, c'est voilà. C'est le voyage. Il faut que vous kiffiez pendant le voyage. Et la destination, elle viendra d'elle-même. Après, la destination, on partage tous une spiritualité ici. La Mhm. destination, elle n'est pas dans nos mains de toute façon. Elle est Mhm. déjà déterminée. C'est ça. Donc, toi, concentre-toi sur le trajet. Mhm. Ouais, ça c'est encore un autre débat. t'as vu. Mais on va dans la même direction. Non, mais carrément, je suis 100% d'accord avec ça. Vraiment. Ouais. Là, je pense que par rapport à ça, donc on est bien. Et du coup, quels autres sujets ça peut nous ramener ça? Donc, il y avait cette histoire de liberté, on l'a défini. Le courage, c'est défini. Donc tout ça forme l'homme, on va dire aujourd'hui, en tout cas notre vision de là où on vient, de là où on va, De là où on veut aller. de là où on veut aller. Et Moi, ce qu'on veut léguer aussi. Ouais. Moi, si j'avais une dernière question, c'est comment, si on regarde un petit peu votre évolution en tant qu'homme, Mhm. comment votre relation à vos sentiments et à Mhm. vos émotions vous a servi ou desservi dans votre parcours? Ça, c'est Oula. une bonne question. Comment On ça garde la meilleure pour la fin. C'est assez Pour ma chaud. part, je pense que quand on regarde le côté créatif et le côté artistique, chaque émotion a pu apporter certaines choses, certaines idées, certains sons, certains textes ou quoi que ce soit. Beaucoup. Donc en termes de positif, oui. Il y a tellement de choses à en ressortir. Maintenant, je pense que ça a aussi pu être des points bloquants dans une carrière, de l'anxiété, de la peur. Justement, comme tu disais, ne pas avoir peur que de vouloir prendre ce pas. C'est des sentiments que je pense que beaucoup d'hommes ont dû faire face et ont décidé de ne pas faire le pas. Donc, je pense que ça, c'est des choses que j'ai pu ressentir dans ma carrière aussi dans le passé. À part ça, il y aura tellement d'autres exemples, je pense. Mais... Et ça a permis de te faire évoluer à quel niveau? Comment ça a permis de me faire évoluer? Je pense que à partir du moment où tu réalises ce qui te faisait peur, ça te permet d'avancer. Je pense que réaliser quelles étaient mes peurs m'ont permis d'enlever ce brouillard qu'il y avait sur le chemin qui était en face de moi et me permettait de mettre ses prochains pas sur la chose. Mais tant que je réalisais pas ces peurs-là, je stagnais. Et en fait, l'histoire se répète à chaque fois que tu commences ailleurs ou quoi que ce soit et que tu ne gères pas ces émotions ou ces sentiments. En fait, l'histoire va se répéter et tu vas devoir revenir dans ces mêmes situations jusqu'à ce que tu apprennes ta leçon au final, j'ai l'impression. Non, c'est vrai. Ouais, comme tu dis, il y a plein de choses. Moi, j'ai vécu plein de choses et je n'ai même pas encore terminé. Donc, Même pas la moitié. franchement, tchala. Donc, non, moi, il faudrait que je fasse des résumés. Moi, comme je te dis, je grandis dans une famille monoparentale. Je grandis avec ma mère, j'étais avec mes sœurs. Il y a des passages où j'étais avec mes oncles et là j'ai une éducation à la rue, mais j'ai surtout eu à remplacer des personnes que j'étais pas. C'est-à-dire que tous nos parents, enfin en tout cas moi de mon côté, donc j'étais seul et je devais entre guillemets aider ma mère à éduquer mes sœurs, donc je devais remplacer le rôle des pères, tu vois. Et pour moi c'était très compliqué parce que du coup ça voulait dire que je devais me comporter comme un homme entre guillemets à l'époque.
ne pas pleurer, faire ci, être le grand frère, etc. Et certainement, ça m'a appris aussi, en fait, des fois, il faut lâcher prise. Tu vois qu'en fait, en 2000, à l'époque, hein, tu vois, je veux dire que c'est en 2023, mais qu'aujourd'hui, ça devient compliqué d'être grand frère parce qu'il y a plein de distractions, il y a plein de trucs et tout, et que tu peux te retrouver dans des situations presque dangereuses pour toi. Hein. Certainement, il faut dire, en fait, c'est pas mon rôle. Je suis pas le père. J'essaie d'être le meilleur grand frère qui c'était possible, mais en fait dans ces sociétés c'est mort, c'est gâté, tu vois, et faire constat d'échec, tu vois, mais d'échec, dire que tu vas avancer et souhaiter le meilleur pour les gens de ta famille, tu vois, donc ça a eu un rapport que j'ai eu avec entre guillemets mes émotions, et par après aussi me rendre compte aussi que j'avais des émotions enfouies que je connaissais pas, genre moi pendant toute ma durée de mes études supérieures, mon but c'était de terminer mes études et de montrer à mon daron que regarde, j'en suis arrivé sans toi. Puis un jour on me dit mais en fait ton père, ça fait 3 mois qu'il est décédé au bled. C'est comme si toute ma vie en fait s'était effondrée en mode j'étais en 3e bac, je me souviens, et en fait c'était genre c'était un choc, tu vois. Et donc j'étais en mode en fait ça fait genre 5-6 ans que je suis énervé dans le vide avec la daronne, je dis ouais j'ai pas envie d'entendre parler de lui, ça servait à quoi en fait? Ça servait à rien. Du coup, ça m'a permis de faire comprendre aux autres personnes qui étaient dans la même situation que moi. Je dis, tu te disputes avec ta mère, mais ta mère, elle est là. Vas-y, dis-lui que tu l'aimes. Ton père, Ok, il a fait le con et tout, mais regarde, il est là. Tu vois, ça m'a permis d'avoir un autre, tu vois, une autre vision pour les autres personnes et entre guillemets, de pouvoir, entre guillemets, tu vois, les aider. Voilà. Tu vois, tout à l'heure, on parlait en société. Quand tu as des gens qui pleurent à cause de leur manager, etc., moi, j'ai un recul. Tu vois ce que je veux dire? Je dis, allez, pleure, c'est bon, t'inquiète, on est là. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a permis quand même tu vois, de comprendre, en fait, mes émotions et de comprendre pourquoi la personne, tu vois, elle est comme ça au jour le jour. Et quand je me suis marié, quand j'ai eu des enfants, ben, mes émotions, ils ont évolué et je me suis rendu compte qu'au plus je les écoutais, tu vois, au plus je les comprenais, au plus ça me permettait d'évoluer. En fait, me dire, en fait, je réagis comme ça, c'est peut-être parce que j'ai peur, ou je réagis comme ça parce que l'autre personne, elle a peur et qu'elle projette sur moi sa peur. Tu vois? Et du coup, faire la différence entre, en fait, moi, j'ai pas peur. Est-ce que c'est ma peur ou la Ouais, tu vois ce que je veux dire? Vraiment. Et donc, de comprendre et te dire, mais en vérité, si elle, c'est sa crainte à elle, cette personne-là, toi, avance et montre-lui que c'est possible. Mais pas avec pour but de lui montrer que c'est possible, mais juste pour que toi, tu avances et qu'après, peut-être la personne... Quelque part, tu montres d'abord à toi-même que c'est possible et l'autre personne n'a qu'à suivre à partir de ce moment-là. Quoi. Voilà, et ça reste son choix. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai envie de te dire que comprendre mes émotions, faire le travail de les comprendre au jour le jour, a vraiment permis d'évoluer. Tu vois, de prendre des décisions, de prendre... tu vois, et des fois, tu vois, tu t'ouvres. Tu vois, quand je discute avec ma mère, à un certain moment, je dis, ouais, voilà, maman, ça c'est la situation, tac, tac, tac. Et où on aurait dit, t'es un homme et tout, tu dois pas trop... Tu vois, ma daronne, elle a dit, mon fils, t'as déjà fait tes universités, t'as raté ça une fois, t'es arrivé au bout. Si maintenant tu rates, la pire des choses qui peut t'arriver, c'est de trouver un job normal. Alors vas-y. Tu vois, en perspective. Alors tu vois, je me suis dit en vrai, tu vois, si je me suis ouvert, et c'est comme ça que je suis passé, j'ai franchi un stade, je suis devenu indépendant, parce qu'en fait, tu vois, et tu dis les gens qui t'aiment, ils sont là pour toi. Ils sont là pour te soutenir. Parce qu'en fait, ça change la donne à partir du moment, et moi j'ai appris ça malheureusement que très très récemment, mais ça change totalement la donne quand tu commences à parler en émotion plutôt que parler de manière rationnelle. Ouais. Parce que quand tu parles en émotion, la personne, elle va venir raisonner avec toi, avec ses propres émotions. Elle va peut-être te raconter une expérience, ou comment elle se sent, ou ça va faire écho à une peur chez elle qu'elle va t'expliquer. Exactement. Le problème, c'est que quand vous êtes dans le rationnel, et moi, c'était mon plus gros problème, et c'est ça mon évolution par rapport au rapport à mes émotions, c'est que moi, je pensais tout intellectuellement. Donc, je pensais tout à travers le rationnel, à travers mon cerveau et à travers mes valeurs. Ouais, alors qu'il y a des choses qui se... J'avais mon système de valeurs à moi, de si jamais tu me faisais un truc qui me plaisait pas, j'allais dire Trésor, ça c'est du manque de respect, tu m'as manqué de respect, tu vois, ça Trésor, c'est pas juste, tu vois, ça c'est dans ma conception de la justice, c'est pas bien. Mais après je me suis rendu compte en fait, ma conception du respect ou ma conception de la justice, elle m'est propre. Elle dépend de mon parcours à moi. Tu vois, c'est peut-être rien à voir chez toi. Exactement. Mais si plutôt que de te dire Trésor, là tu m'as manqué de respect, ou là ce que tu as fait c'est pas juste, que je te dis Trésor, là ce que tu as fait ça m'a fait de la peine parce que ceci cela, ou Trésor, là ça m'a mis en colère pour telle raison, ou Trésor, moi ça m'a fait ressentir de la peur parce que je me suis dit ouais mais qu'est-ce qui se passe. Mais là on a un autre type de dialogue et je pense que justement ça ce serait intéressant sur un épisode qu'on approfondisse ce point de bascule où tu commences à comprendre l'utilisation de tes émotions pour comprendre le monde, parce que
pour résumer, moi je pense que c'est là qu'on devient un homme. Ah C'est ouais. là où on devient un homme, parce qu'avant ça, en fait, on est un enfant. Mhm. Parce que tu l'as très bien expliqué. Toi, tu as fait ton parcours dans tes études pour démontrer quelque chose à ton père. Mhm. Quelque part, c'est une colère, et on dit souvent qu'une colère, c'est là pour masquer les émotions. C'est même, Mhm, c'est même mhm. pas une colère, en fait, c'est une tristesse de l'absence de ton père. Mhm. Et toi, tu te sers de ça comme carburant pour Exactement. venir montrer, tu vois. Et finalement, en fait, pendant toute ton enfance et ton adolescence et en tant que jeune adulte, avant que tu deviennes un homme, je pense que tu te sers beaucoup, en fait, de voilà, ces émotions négatives comme carburant. Mhm. Et à un moment donné, quand tu grandis, tu vois que c'est devenu trop lourd. Ouais, Tu c'est vois. ça. Et c'est là où tu commences à avoir un peu ce point de bascule et cette réflexion, parce que j'ai exactement fait la même chose. J'ai fait mes études pour démontrer à tout le monde, Que ça ne va le croyez faire. pas en moi, je vais le faire. Mhm. Tu vois. Moi aussi, par rapport à mes peines de gens qui n'ont pas été présents pour moi. Tu vois. Mhm. Et comme tu l'as dit, en fait, tu avances dans ta vie. Et moi, j'avais même un fantasme. J'avais Mhm. même un fantasme où je me disais, tu sais, même ta famille au pays et tout, quand tu vas aller les voir, ils vont tous être trop fiers, ils vont tous être contents pour toi. Ouais. Ah, il y a un petit, il a fait ça dans la famille, et Mhm. ceci, cela, on est tous heureux et tout. Et finalement, quand tu vas les voir et que tu passes du temps avec toi, tu te rends compte, ils en ont rien à carrer, frère. Ouais, ouais. Ils veulent- Non, c'est tout le contraire, en Parce que fait. t'es Ils veulent- journaliste, je ils me veulent- souviens. Non, ils veulent savoir qui t'es. Ouais. Ils veulent savoir Oui. qu'est-ce que t'aimes manger. Ouais, c'est quoi vrai. ton équipe de foot favorite. Mhm. Tu vois, c'est quoi ta Ils vision veulent de la connaître vie. l'être humain que tu es Tu vois, devenu. exactement, ils veulent Ouais. savoir c'est quoi toi ta vision de la vie, c'est pas- quoi un peu c'est- tes peurs, qu'est-ce que tu voudrais faire. Mais ils s'en foutent De de ce ce que que tu t'as as fait. accompli à Ouais. l'université ou dans ton taf ils s'en foutent, tu Exactement. vois. Et il y a ce dicton que j'aime beaucoup qui dit ouais, quand on est jeune, en gros, on fait on fait très attention au regard des gens, on est Mhm. très influencé par le regard des gens, tu vois, dans nos choix, etc. Après, on atteint un âge adulte, comme ça, dans 25-30 ans, où on se dit, en fait, tu sais quoi, je me fous du regard des gens, je veux faire ce que j'ai envie. Mhm. Et puis, on arrive à un âge qui est plus avancé, dans la 50-soixantaine, et on se rend compte qu'en fait, depuis le début, il y avait personne qu'on avait rien à faire de toi. Ah ouais, c'est Tu ça. vois, en fait, il y avait personne qui te regardait. C'est Mhm. juste que toi, tu t'es convaincu que, Ouais. et t'as matrixé ta vie par rapport à une perception ressentie. Alors Exactement. qu'en réalité, les gens, ils s'en fichent. Chacun Mhm. fait sa vie. Tu vois, si demain t'échoues, si demain j'échoue, ça va, fondamentalement, ça va rien changer au monde qui nous entoure. Exactement. Et moi, j'avais ces deux gros problèmes, comme je l'ai dit, c'était de penser rationnellement et à travers un système de valeurs. Et l'évolution par rapport à l'émotionnel, elle s'est fait à un moment donné où je me suis dit, donc, non seulement je pense à travers ce système de valeurs et je vois mes émotions comme une faiblesse, Mhm. mais en fait, j'ai eu un point de bascule où ça a été très difficile pour moi parce que je me suis rendu compte que ce que je pensais être mon super pouvoir, Mhm. ce que je pensais qui me rendait meilleur que tellement de gens autour de moi, Mhm. qui me rendait beaucoup plus performant, je me suis rendu compte que c'était aussi ma plus grande faiblesse. Mhm. Donc, je me suis rendu compte que mon super pouvoir, c'était mon talent d'Achille. Mhm. Et ça a été très difficile de composer avec ça par rapport à mon identité et par rapport à moi-même parce que ce qui m'a donné ma force, moi, c'est ma capacité Mhm. à mettre en fait une distance extrêmement grande entre moi et mes émotions. Mhm. C'est-à-dire que, voilà, que quand ce soit quand j'étais en train de faire mes études ou quand je travaillais, etc., peu importe ce qui se passait dans ma vie privée, Mhm. je n'autorisais pas à ce que ça m'impacte. Mhm. Et j'avais cette capacité à le faire. Mhm. Je me dis, voilà, il y a des gens, ils sont peut-être un peu pas bien dans leur vie privée, etc., ils vont aller au travail, un petit conflit, ils vont craquer, ils vont pleurer ou autre. Mhm. Pour moi, ça, c'était hors de question. Je voyais le monde comme une menace, il fallait que je réussisse, il fallait que je sois le meilleur du monde parce que tout le monde était contre moi. Mhm. Et donc, pendant longtemps, j'ai eu cette force que j'ai tirée de ça, de dire, tu verras jamais si je suis triste, tu verras jamais si j'ai peur. Et tout le monde me percevait comme une machine. Et tout le monde se dit, mais lui, c'est un performeur de ouf, il n'y a rien qui l'arrête, c'est une locomotive, il avance. Mhm. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était aussi mon plus gros point faible, parce que c'est ça, justement, Tu t'es qui enfermé t'empêche de dans quelque connecter chose. à l'autre. Ouais, ouais, bien Tu vois. sûr. Parce que sur le professionnel, c'est extrêmement puissant, mais sur le relationnel, Mhm. c'est un poids énorme. C'est- Parce que ça veut dire que je m'ouvre jamais, je vous donne jamais accès à moi. Donc en fait, on est potes, mais vous savez pas ce que j'ai à l'intérieur. C'est un super Tu vois. pouvoir, mais qui peut être, je veux dire, qui peut être ajusté. Ça reste un super pouvoir, mais dès le moment où Exactement, tu arrives mais- à l'ajuster, c'est là où Mais pour ça, devient- il faut en être conscient. Ouais, Tu vois, ouais, il faut ça. être conscient qu'en fait, c'est mon super pouvoir, mais c'est aussi une faiblesse. Et donc, il faut savoir quand est-ce que je peux l'utiliser, à quelle intensité, et quand est-ce que je dois pas l'utiliser, quand est-ce que je dois laisser tomber mon système de défense, tu vois. Alors qu'avant, je me promenais constamment avec une armure et une épée, quoi, tu vois. Et quand est-ce que tu peux t'y fier? Parce que je dis, tu m'as Exactement. toujours fait penser à un de mes autres gars, c'est un Camer, big up au Cameroun, vous savez.
Ouais, il est vraiment comme toi. Mais là où je me suis... Parce que moi, je t'ai rencontré quand on travaillait dans une boîte de staffing à l'époque et tout. Je me suis dit, mais ce type-là et tout, il fait genre et tout. Mais je sais que c'est un gars qui rigole. Je sais que, tu vois, il doit aimer le foot, tu vois. Ça se voyait. Parce que, voilà, je connais les gens qui viennent de ce milieu, etc. Et je me dis, voilà, je sais qu'il a une carapace et tout, tu vois, et tout. Et du coup, peut-être que lui aussi, il s'ouvre plus facilement à ce genre de personnalité et tout, mais genre, il est tombé sur quelqu'un, il est tombé sur moi, donc moi ça va, tu vois. Mais, tu vois, il aurait pu s'ouvrir à des mauvaises personnes en pensant que, tu vois ce que je veux dire. Donc, Mais il y a s'ouvrir et ça aussi c'est dangereux, quoi. Il y a s'ouvrir et s'ouvrir, tu vois. Parce que je me suis ouvert beaucoup d'un point de vue interaction avec vous, tu vois, sur le point amical, tu vois. Mais réellement, vous ouvrir mon cœur, non, je l'ai fait que récemment. C'est une autre étape, ça, je veux dire, mais ça commence par là. Ouais, mais c'était très compliqué. Parce que moi, je me souviens à l'époque, Shane, il arrête pas de poser des questions parce qu'il voyait, tu vois. Je sais qu'il voyait qu'il y a un truc qui allait pas. Tu peux pas être indifférent à Shane, comment il était, ouais, gros. Shane, je sais, tu vois. Et c'est pour ça, pour moi, c'est un de mes amis les plus empathiques, tu vois. Et je sais qu'il sentait par ses émotions, il sentait qu'il y a un truc qui allait pas. Bien sûr. Et il arrêtait pas de me demander et tout. Tu vois comment ça allait, par exemple, dans mon couple, il posait des questions, etc. Une fois, 2 fois, 3 fois, mais il posait ça par intervalle de 2-3 mois, tu vois. J'attendais un peu, tu vois. Et la réalité, c'est que j'étais séparé de cette personne depuis des mois et des mois. Ouais. Et quand il me posait la question, je dis ouais, ça va, tranquille, tu connais, la famille, on est là, tu vois. Il a nié la chose. Il a nié ça. Mais tu vois, c'est le genre de gars, tu les croises aux médias, c'est pour ça que maintenant, quand je regarde mon parcours et l'évolution, je suis vraiment fier parce que je me dis, je suis passé de là et maintenant, je pourrais réellement avoir une discussion avec vous et pleurer et m'ouvrir. Et parler réellement, tu vois, sans pudeur de ce qui m'arrive. Mais ça, c'est des choses qui sont très récentes. Tu vois, même te demander des conseils, par exemple, te dire, vas-y, moi j'ai ça dans ma vie privée, est-ce que toi, toi aussi, t'as vécu ça? Mais jamais j'aurais fait ça avant, tu vois. Non, ça c'est avec le temps. C'est vraiment à trentaine que j'ai commencé à faire ça, tu vois. Mais ça vient de cette prise de confiance, de cette prise de conscience. Et c'est fondamental par rapport au sujet dont on parle ici. Les hommes ne pleurent pas, parce que si les hommes ne pleurent pas, ça veut dire que tu pleures pas à quoi? Tu pleures pas avec ta femme, tu pleures pas avec ta famille, tu pleures pas avec tes amis, tu pleures pas seul. Donc en fait, t'es constamment en train de te protéger de toi-même et de te protéger des autres. Et c'est ça qui crée la souffrance. C'est pas parce que tu pleures que t'es faible. C'est ça qui crée en fait des vraies relations d'hommes, des relations authentiques. Et je pense que c'est là l'élan. C'est là où on veut aller, on veut tous plus d'authenticité dans notre vie, on veut plus d'honnêteté, et c'est ça aussi la liberté. C'est de se dire en fait, tu vois, la liberté quelquefois c'est difficile à matérialiser. La liberté, je pense que c'est juste se sentir léger. Ouais, se sentir léger à tout niveau. Voilà. Que ce soit tout type de discussion avec tout type de personnes, c'est ça, se sentir léger. Et il y a des choses qui nous ont protégés aussi. Je veux dire, notre manière d'être nous a quand même protégés. Et puis par rapport encore aux émotions, ouais, je pense qu'il y a des fois, il faut juger le temps de la personne. Tu vois, je sais, il y a... Je sais plus quel artiste disait ça, que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, un truc du genre. Il y a le temps de la personne et il y a l'émotion de la personne. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, vu qu'on est complémentaires, nous sommes obligés d'être rationnels. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a des moments, en tout cas si tu es en couple, tu as capté, il y a des moments pendant le mois où il y a des gens qui sont plus très nets, tu vois. Et donc, c'est un beau sujet de discussion. Tu vois ce que je veux dire? C'est un beau sujet de discussion parce que c'est un argument qui revient souvent. Ouais, les hormones, etc. Non, tu vois, sous-entendu, vous n'avez pas ce type de problème. Ouais. Mais biologiquement, c'est une réalité. Donc c'est une réalité, mais nous on gère avec c'est une réalité. On gère, on a aussi des problèmes d'hormones des fois. Problèmes, tu vois. Je veux dire, quand eux ils ont le moment hormonal, on doit gérer ce moment hormonal aussi, mais pas de la même manière. De la même manière. C'est ça. On gère la bombe hormonale. Voilà, exactement. Et nous, on est obligé d'utiliser la rationalité des fois, tu vois. Et puis des fois, quand c'est possible, alors on peut parler émotionnel. Des fois, il faut savoir quel prisme parler. Même dans ton milieu de travail, il y a des personnes, tu sais, si elles sont trop émotionnelles ou quoi, c'est à toi de pouvoir jauger. Mais je pense qu'à partir de là, on rentre dans un autre sujet, parce que là, c'est le sujet de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, mais aussi de comment est-ce qu'on communique, est-ce qu'on parle la même langue. Parce que ce n'est pas juste entre mes femmes, c'est aussi entre mes hommes. Entre tout le monde. Entre tout le monde, c'est juste arriver à parler
de la manière où l'autre personne peut nous entendre au mieux. Parce que voilà, comme il disait là tantôt, il parlait de son vécu et du côté plus logique. Moi qui ai le vécu un peu opposé, qui a un vécu où j'étais plus mais souvent aussi, dans l'émotionnel. Dans nos relations, on va chercher chez l'autre ce que nous on n'a pas, tu vois, c'est ça qui nous attire. C'est justement ça, et c'est ça que je voulais dire aussi, c'est ce qui nous rapproche et qui nous crée aussi ces atomes crochus. Quand il disait, ouais, il me posait des questions, même s'il me disait ça va, ouais, tous les 2 mois je faisais un check quand même pour voir, parce que c'était pas net. Mais... C'était pas net, gros. C'était pas net. Mais je veux dire, allez, on n'aurait pas eu cette affinité s'il n'y avait pas eu ce message tous les 2 mois pour vérifier. Ouais, ça s'est construit, parce que moi ça m'a touché, tu vois temps, ce que je veux dire. Parce que c'est un petit détail qui te touche, parce que tu te dis en fait, il y a certains moments quand tu t'isoles, en fait, c'est là où tu es tout seul. Tu vois, tu t'isoles, tu es tout seul. Et tu crées un truc autour de toi, on peut plus t'approcher. Tu vois, parce que justement, tu es dans ce mindset de l'homme ne pleure pas, vas-y, il faut que je règle mes bazars, il faut pas que je me montre vulnérable. Les gens, ils s'en foutent de tes problèmes, avance, etc. Et le fait que tu es quelqu'un qui vient régulièrement juste te montrer, c'est quoi, je sais comme t'es, peut-être t'as pas trop envie de parler, juste moi je te dis je suis là, tu vois. Ouais, c'est ça qui est suffisant, tu vois. Et c'est là où tu commences à faire un tri autour de toi, tu te dis ok, en fait maintenant que je prends un peu du recul, il y a eu lui, il y a eu lui, il y a eu lui. Non, moi, quand il m'a dit qu'il venait de Charleroi, direct, je me dis bon. J'ai capté, je veux dire, il faut que j'aide le français parce que. Ici, elle est avec des endives. Non, blague à part. Blague à part, pour les Français qui écoutent le podcast, en gros, on vient des pires quartiers de Belgique, chacun respectivement. C'était quelque chose. Mais non, on a survécu. Mais ouais, non, je pense qu'effectivement, là, on est en train d'aller vers différents autres sujets qu'on pourra aborder bientôt. Mais ouais, en tout cas, les émotions, la place de l'homme, etc. Je pense qu'on a bien tourné et je pense qu'on est. Je pense que là, il y a une vision qui est bien claire, qui vous permet de comprendre un petit peu la vibe qu'il va avoir. Ça vous montre les parcours de chacun, un petit peu notre relation. Vous voyez que c'est beaucoup plus nuancé que ce qui pourrait paraître. Et c'est ça qui est important pour nous de véhiculer. Parce qu'encore une fois, c'est peut-être pas le public préférentiel pour un podcast. Mais moi, quand je pense à mon auditeur, l'auditeur que je préférais avoir, en fait, c'est la version de moi quand j'avais 15 ans. C'est ça que j'aurais voulu entendre quand j'avais 15 ans, quand j'avais pas de repères, quand j'avais pas de figure d'homme dans ma vie, etc. Quand j'étais là en train de porter un certain poids et en train de développer un personnage pour me bagarrer face à tout ça, ben j'aurais voulu entendre ça, j'aurais voulu entendre cette lumière de l'autre côté du tunnel. Vous pouvez être l'homme le plus taiseux, le plus dur, le plus difficile. Croyez-moi, vous pouvez leur demander, j'ai été là, j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie à des moments où ils étaient autour de moi, mais ils se sont à peine doutés. Parce que voilà, c'est mon éducation et c'est comme ça que j'avançais. Et aujourd'hui, ça ne me passerait pas par la tête d'agir comme ça. Aujourd'hui, j'aurais une toute autre approche. Et c'est ça l'évolution d'un homme. Et c'est ça qui est un homme, un homme fort. Et c'est ça qu'on veut transmettre comme message. C'est que c'est difficile, mais à un moment donné, si vous voulez trouver le vrai bonheur, c'est ce chemin-là que vous allez devoir prendre. Parce qu'il y a une phrase de Jim Carrey que j'aime beaucoup qui dit j'aimerais que tous les hommes et toutes les femmes soient riches et puissent s'acheter tout ce qu'ils souhaitent pour qu'ils puissent se rendre compte qu'en réalité, c'est pas ça la réponse à leur question. Et je pense que ça, c'est très vrai. C'est pas ça la question, c'est pas ça la réponse à vos questions. Je pense qu'on s'est beaucoup posé de questions parce qu'à un moment donné, nous, on est arrivé à un certain stade de nos vies où on se dit, tu sais quoi, on a 10 fois plus que ce qu'on aurait rêvé d'avoir quand on avait 15 ou 16 ans. Et pourtant, on n'a toujours pas la réponse à nos questions. C'est pas ça en fait qu'on cherchait. On cherchait un truc, on pensait qu'on cherchait ça. Maintenant, on l'a et on est tous là, mais en fait, c'est pas ça. Exactement. Et c'est ça l'essence de ce podcast. Et on va beaucoup parler de beaucoup de thématiques qui sont très actuelles dans la vie d'un homme de notre âge. Voilà, sur des thématiques de l'épanouissement dans ta carrière, dans ton travail, sur des notions de burn-out, sur les relations homme-femme dans le couple, sur la communication, sur ce qu'on a le droit de s'autoriser en termes de vulnérabilité émotionnelle, sur les relations avec nos familles, sur les héritages, sur ce qu'on veut transmettre à nos enfants, sur l'éducation qu'on veut donner, sur le type de père qu'on veut être. Parce que je pense que c'est un mot qui est difficile même à sortir pour nous. Ici, père, c'est un mot qui est complexe, qui fera, je pense, l'objet de beaucoup de discussions. Donc, on va parler de l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'on ne s'est pas présenté, mais on s'est tous connus il y a une dizaine d'années maintenant parce qu'on a commencé à travailler ensemble dans une agence de staffing, dans une agence de recrutement.
Voilà, on a évolué professionnellement. Certains d'entre nous ont lancé leur société, ont lancé des business, ont lancé d'autres types d'activités. Voilà, c'est de vous montrer le parcours, parce que c'est ça aussi être un homme, épanoui. Encore une fois, c'est pas tellement dans la réussite socio-économique, mais c'est plutôt dans le fait d'entreprendre, de prendre des risques, de se lancer, de pas avoir peur et de faire des choses qui nous font sentir vivants. Exactement. Exactement. Je pouvais pas dire mieux. C'est vraiment ça. Donc, j'ai envie de vous dire, on vous donne rendez-vous au prochain épisode avec encore toujours plus de passion, de flegme. Mais vous allez voir, on va vous faire des montages de folie. Donc, soyez prêts. C'est ici que ça se passe. Much love. Et aussi, See you. très important, les gars, parce que c'est notre premier épisode. Mais vraiment, pour pouvoir continuer à en faire d'autres et à transmettre ce message au plus de gens possible, au plus de gens qui sont susceptibles de trouver quelque chose de positif dans ce message, on a besoin de votre aide. Ça veut dire que si vous avez écouté jusqu'ici, vous avez apprécié, mettez une revue sur Spotify, réagissez sur quelques réseaux que vous voyez cette vidéo, que ce soit YouTube, etc. Un like, un commentaire, partagez vos expériences, vos idées. Et comme ça, nous, on peut continuer à améliorer le contenu, à être de mieux en mieux, en gagner en visibilité, parce que vraiment, on n'a rien à gagner d'autre que ça ici. Donc, c'est vraiment transmettre quelque chose de positif. On n'a rien d'autre comme bénéfice à la clé. Et on a besoin de votre aide pour ça. Donc franchement, merci pour le soutien. Et on se voit dans le prochain épisode. Tchuss. Tchuss. Merci pour le soutien.